Voici donc deux propositions, une que je vais appeler grand P et l'une que je vais appeler grand Q. Grand P dit que un triangle isocèle possédant un angle de 45 degrés est un triangle droit. C'est un triangle rectangle, plutôt rectangle, on va dire rectangle. C'est un triangle rectangle, pas droit. Un triangle isocèle possédant un angle de 60 est isocèle. Donc j'ai deux propositions, elles sont complètement différentes l'une de l'autre, quoiqu'elles se ressemblent parce qu'il s'agit tous les deux de triangles isocèles. L'un possède un angle de 45, l'autre de 60. Donc en fait ça se distingue au niveau des angles. Ici, la proposition dit que c'est un triangle rectangle, alors que l'autre il dit que c'est un triangle équilatéral. Un angle est un triangle voilà. Et il faut dire si c'est vrai, si cette proposition est vraie ou cette proposition est vraie ou fausse. Ou si celle-ci est vraie ou fausse. Donc j'ai deux propositions et il faut étudier la véracité de deux propositions. Alors ici on est en pleine structure algébrique, dans l'algèbre des structures, qui fait bien sûr, qui fait appel bien sûr aux notions de correspondance, aux notions ensemblistes, aux notions de ce que vous voulez, aux notions des connecteurs de conjonction. Je rappelle que le connecteur de conjonction, c'est le connecteur et. Le connecteur et, bien sûr, quand on a deux propositions, P et Q, hein, si on fait une étude propositionnelle entre deux propositions, hein, on peut avoir quatre étapes possibles. Hein, enfin, si j'en prends qu'un, j'ai que vrai ou faux. Si j'en prends deux, si j'ai qu'une seule proposition, j'ai que deux possibilités, vrai ou faux. Mais maintenant, si je prends deux propositions, c'est deux exposants en deux. Donc j'aurai vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai, faux. Voilà, j'ai quatre possibilités. Maintenant, si je mets P, Q, R, une troisième proposition, vous comprendrez qu'on aura deux exposants en 3. Voilà, le nombre de possibilités augmente parce qu'en fait, c'est on a voilà, c'est 2 exposants 3, c'est 2 à la puissance 3. Pourquoi 2? Parce qu'on n'a que deux possibilités, vrai ou fait, on ne sait posséder que deux possibilités par case. Voilà, si je mettais des cases, j'ai que deux possibilités par case. Là, j'ai deux possibilités par case. Voilà, soit vrai, soit faux. Soit vrai, soit faux. Soit vrai, soit faux. Donc ici, c'est normal qu'on a deux possibilités, deux possibilités, deux possibilités, ce qui fait 2 exposants 3. Si j'avais 4 propositions, c'est 2 exposants 4. 5 propositions, 2 exposants 5, etc. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle des tables de vérité, c'est-à-dire où on complète dans un ordre bien précis, parce que c'est quand même ordonné. Hein. Je vous le dis tout de suite, si je mets P et Q, mais pour avoir un ordre, il faut mettre vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai, faux. C'est-à-dire quand lui a la possibilité d'être vrai, ben, lui peut être vrai ou faux. Quand lui a la possibilité d'être faux, ben, il y a encore vrai ou faux. Et donc c'est aussi un arbre. Hein. Si je prends, voilà, voilà, je prends là, je peux avoir vrai PQ. Hein, comment je peux entreprendre un arbre avec ça? Voilà, par exemple, si je choisis P, P est vrai. Ensuite, je choisis Q qui est vrai. Voilà, je choisis P, puis je choisis Q. Je peux choisir P qui est vrai, mais Q qui est faux. Je peux prendre P qui est faux, mais Q qui est vrai. Voilà, et je peux prendre P qui est faux, voilà, et Q qui sera faux. Là, j'ai toutes les possibilités par un arbre.
C'est un arbre. Voilà, un arbre. Donc ça veut dire que P, je choisis P, vrai, vrai, faux, faux. En suivant, et en fonction de ça, je peux choisir le Q. Si je prends le chemin là, P est vrai, mais Q est vrai ici. P est vrai et Q est faux. P est faux, Q est vrai, et P est faux, Q est faux. On a 4 possibilités de chemin possibles, tous distincts l'un de l'autre. Et pourquoi on a 4? Parce que je vous rappelle que ces deux exposants, on a deux propositions. Voilà, on a chaque fois la possibilité de 2 fois 2. Ici, ce sera 2. Oui, si je prends cette solution-là, ce sera, là j'en ai 2. Ou je peux avoir celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. 2 plus 2 plus 2 plus 2. 2 plus 2, 4 fois plus 2, 6 plus 2, 8. Et effectivement, on a deux exposants, non, on a 4 possibilités. 4 possibilités, si je me suis trompé. Les 4, elles sont là. Elles sont là, je m'excuse. Elles sont là. C'est soit le chemin là, un chemin, là un deuxième chemin, là un troisième chemin, et là un quatrième chemin. Il y a 4 chemins possibles. Et donc, fatalement, on va se retrouver avec vrai, vrai, ici. Hein, si j'évalue PQ, j'aurai vrai, 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 faux, faux, vrai et faux, faux. Bon, c'est 4 possibilités. Bon, alors, sachez qu'en électronique, on utilise beaucoup ça. Hein. En électronique numérique, l'étude des... Comment on appelle ça? Des composants électroniques numériques utilisent beaucoup d'étapes de vérité. Hein. Énormément d'étapes de vérité. Bon, donc en fait, c'est un usage fréquent. Voilà, ce domaine-là d'étapes de vérité est énormément utilisé et c'est la base même de l'électronique, on va dire digitale. L'électronique digitale utilise, je veux dire, énormément l'étape de vérité. Énormément. Et d'ailleurs, je donnerai des exemples avec des composants électroniques qui donnent des valeurs données par des tables de vérité. Voilà, on fera peut-être des petits circuits ou des circuits intégrés, on les étudiera et on verra les tables de vérité que, je veux dire, elles peuvent sortir comme combinaison possible. Ici, les combinaisons possibles, c'est vrai, 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 faux, faux, vrai et faux, faux. Voilà. Alors, moi, c'est pas ça que j'allais dire, c'est que, bon, je vous disais qu'on est en pleine logique propositionnelle. Quand je mets ceci, je suis en pleine logique propositionnelle. C'est-à-dire, et je le répète parce que je me suis un petit peu étalé, j'ai deux propositions. Bon. Et donc, on est en logique propositionnelle et il faut étudier la véracité. La véracité, bon, fait appel à la structure aux structures algébriques. Et dans la structure algébrique, on retrouve, comme je vous ai dit, les connecteurs. Voilà, ça c'est les connecteurs. Les connecteurs, hein, ce sont des opérations sur, je veux dire, les états possibles de vérité. Par exemple, ici, je prends un type de connecteur, P conjonction de Q. Ça veut dire P et Q. Alors j'ai une proposition, en sachant que la proposition est vraie pour P, elle est vraie pour Q, ben, je veux dire, la proposition de P et de Q est vraie. Elle est vraie si les deux sont vrais. Et dès le moment où il y en a une qui est fausse, ben, ce sera faux. C'est-à-dire que une définition, si je prends une définition, voilà, la définition, si elle contient quelque chose de vrai et quelque chose de faux, ben, elle est d'office fausse, parce qu'elle contient quelque chose de vrai, quelque chose de fausse, donc elle est fausse. Quand elle contient quelque chose de faux et vrai, elle est fausse. Et deux choses fausses, c'est d'office fausse. Voilà, mais les quatre figures ici, ils sont difficiles à voir, parce que je veux dire, si vous allez par exemple, quelqu'un qui est en justice, si une personne ne dit que du faux, ben, ce sera complètement faux. Maintenant, s'il dit de la vérité mélangée avec du faux, ben, ce sera quand même faux, parce qu'au bout du compte, elle ment sur certaines choses, donc elle ment. Voilà, c'est la logique de la justice, joue sur cette comment est-ce qu'on appelle ça,
sur ces connecteurs, de ce qu'on appelle les connecteurs. D'ailleurs, en justice, ils ont des cours comme ça de logique, parce qu'il faut intervenir, il faut une certaine logique pour, pour voir déjà, parce que c'est basé sur des faits, oui. Il y a parfois des preuves, parfois des faits, parfois des paroles, surtout beaucoup des paroles. Et donc, ces paroles-là, je veux dire, peuvent être, je veux dire, mises à mal par voilà, des propositions qui sont comme ceci. Hein, si le gars dit vrai pour certaines choses et qu'il dit faux pour d'autres choses, ben, le juge verra que bon, il ment. Il ment parce que bien qu'il a dit certaines vérités, le gars, pour s'en sortir, il va dire certaines vérités. Bon, il va un petit peu jouer aussi sur sa logique. Hein, chacun va jouer sur sa logique. Hein, le gars, s'il a commis vraiment quelque chose, il va essayer de s'en sortir. Il va essayer de s'en sortir. Mais le juge, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est que le gars qui a commis une faute doit payer sa faute. Donc, s'il doit payer sa faute, c'est que il va essayer de faire en sorte que celui qui a commis la faute paye. Mais celui qui a commis la faute n'a pas envie de payer, donc il a envie de s'en sortir. Alors, lui, ils vont essayer de jouer, je veux dire, chacun va essayer de jouer à son jeu. Il y en a un qui va essayer, je veux dire, d'écouter, le juge va écouter, je veux dire, les paroles de celui qui a fauté. Et maintenant, il peut dire une vérité, et je veux dire, des choses fausses, pour essayer de s'en sortir. Le juge verra peut-être que c'est faux. Il verra que c'est faux. Si c'est faux, si des choses fausses et des choses vraies, là aussi, le juge pourra voir, déceler que ce qu'il raconte, il ment. S'il décèle quelque chose qui est faux. Maintenant, si le gars dit vrai, toutes des vérités, hein, au travers de tout ce qu'il raconte, ben, le juge verra qu'il dit la vérité. Donc c'est pas un problème. Maintenant, le gars peut fauter, dire la vérité, dire que c'est lui qui l'a fait. Voilà, et là il verra qu'il y a une vérité, mais malgré tout il sera quand même condamné. Peut-être, je sais, peut-être, comme il était honnête, bon, on voit que c'est quelqu'un d'honnête, et qui ment pas, parce qu'ici, là on a affaire à un type de malhonnête, là aussi, et là aussi. Par contre, là, on verra qu'il sera honnête. Honnête parce qu'il dit une vérité, et lui décèlera la vérité dite par le gars, et donc il verra que le monsieur, malgré qu'il a commis une faute, mais il a été honnête, et donc verra sa peine, je veux dire, plus réduite. Bon, maintenant ça marche pas comme ça non plus, parce que le gars qui est honnête peut s'en sortir, parce que s'ils n'ont pas suffisamment de preuves, le gars peut s'en sortir, et c'est pas lui qui paiera, je veux dire, voilà. D'ailleurs, la plupart des gens qui disent que c'est pas eux qui ont commis je veux dire, une bévue, eh bien, c'est pour s'en sortir, pour ne pas payer, parce qu'ils savent bien que s'ils disent que c'est eux, ça, ils sont condamnés à payer. Enfin bref, ça c'est pour la petite histoire. Bon, maintenant, donc, les propositions sont utilisées, enfin, les connecteurs, pas confondre avec les quantificateurs, parce que les quantificateurs, on les utilise aussi en logique. Les connecteurs, ici c'est un connecteur de conjonction, pas confondre avec le OU, ça c'est le et, hein. Parce que le OU, c'est ceci. C'est le disjonction. C'est le connecteur de disjonction. Alors, il y a le connecteur de négation, d'implication et de, comment on appelle ça, d'équivalence. L'implication se fait dans les deux sens. Bref, enfin, on peut jouer avec beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, en logique, on a pas mal d'outils pour, je veux dire, plus on a des outils, mieux c'est. Certains entrevoient que quand on n'a plus d'outils, ben, plus on peut se perdre. Mais non, plus vous avez des formules, mieux c'est. Plus vous avez la diversité est meilleure que bon, quelques formules. Hein. Si vous avez 4 formules, c'est embêtant, parce que vous n'avez que 4 formules. Maintenant, quand vous avez une diversité de formules, avec une panoplie de formules, ben, on sait faire beaucoup de choses avec toutes ces formules-là. Bon, mieux vaut avoir beaucoup de formules que peu de formules. Donc ici, la logique d'implication permet beaucoup de choses. Et notamment avec plusieurs variables d'entrée. Une variable d'entrée, c'est ce que j'appelle proposition. Proposition peut être considérée comme des variables d'entrée. Si j'en ai 2, donc j'aurai 4 possibilités. Si j'ai 3 variables d'entrée, j'aurai 8 possibilités. Si j'ai 4 variables d'entrée, j'aurai 16. 2 exposants le nombre de variables d'entrée. Voilà. Et c'est normal parce que c'est ce qu'on appelle des combinaisons. On a toute une panoplie de combinaisons en fonction de, je veux dire, voilà, on a des cases, hein, c'est comme si on avait des cases et des boules. C'est comme on avait 2 boules. Voilà, on a des cases. Ici, j'ai 2 cases. Voilà, parce que j'ai 2 variables, 2 cases. Voilà, mais si j'ai n variables, j'ai n cases. N cases. Et dans ces n cases, comme c'est une logique de vérité, c'est toujours vrai ou faux.
C'est soit vrai, soit faux. J'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre que vrai ou faux. Donc ce qui veut dire que j'aurai deux exposants n. Voilà, deux exposants n. Possibilité, deux exposants n possibilités de combiner, je veux dire vrai et faux, si vous voulez. C'est pour ça que quand je dis combinaison, je parle pas de combinaison, je veux dire avec l'analyse combinatoire, mais c'est le nombre de possibilités de combiner pour avoir toutes les possibilités. Vrai, hein, vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. Voilà, je combine, je veux dire des valeurs d'état, parce que j'appelle ça état, hein, des états vrais ou faux. Les PQ sont considérés comme des entrées. Des entrées. Bon, en mathématiques, on parlera de propositions. Voilà. Alors qu'en électronique, on ne parlera pas de propositions. Vous comprendrez que c'est des composants électroniques, on ne parlera pas de propositions. Voilà. Alors maintenant, revenons à nos deux propositions. Donc, vous voyez qu'en logique, on peut faire des opérations sur les propositions, PQ. Et donc ici, il faut déceler si c'est vrai ou faux. C'est juste ça. Alors, je vous ai dit que une définition est bonne si elle est vraie complètement. Elle ne sera pas bonne s'il y a quelque chose dans la définition qui est faux. Maintenant, une proposition, comment voir si elle est bonne ou pas, notamment dans ce cas-ci, c'est de trouver un contre-exemple. Bon, on va répondre à cette question, parce qu'il en a presque plus que temps, parce que je me suis un petit peu étalé sur autre chose, un petit peu sur le monde des logiques de proposition. C'est juste une petite discussion sur le monde des logiques de proposition, alors que bon, il ne suffit que de répondre à vrai ou faux à l'énoncé. Donc ça veut dire que ça fait partie du monde des logiques des propositions. Bon. Pour ça, on va répondre à ceci. Donc un triangle isocèle possède, il suffit de trouver un contre-exemple. Si j'ai un contre-exemple à la proposition, c'est fini. Si j'ai défini un contre-exemple à la proposition, c'est fini. Donc ici, on va regarder un triangle isocèle possédant un angle de 45 est un triangle rectangle. Bon, on va aller chercher un triangle isocèle. Je vous rappelle qu'un triangle isocèle, c'est deux côtés égaux. Donc, deux angles égaux. Ouais, mais le problème, c'est où placer ces 45 degrés. C'est où placer ces 45 degrés. Si je le positionne ici, ça veut dire que lui, il fait d'office 45 degrés. 45, donc on sait bien que la somme des angles dans un triangle fait 180. Comme j'ai déjà 45 et 45, le complémentaire ici vaudra 180 moins 90. Ça veut dire que j'ai 90 degrés. Donc ça veut dire que j'ai un triangle qui fait ceci, comme ceci, comme ceci. Là j'ai 45 comme ceci, et j'ai un angle droit. Donc
si je regarde ceci, un triangle isocèle possédant un angle de 45 degrés est un triangle rectangle. Certains établiront la relation à vrai. Certains diront que c'est vrai. Alors que cette relation-là est fausse. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il suffit de trouver un contre-exemple. Si je trouve un contre-exemple à ça, c'est que c'est faux. Mais il faut le trouver. Alors, comment le trouver? Ben, je viens de vous dire que un triangle isocèle, c'est un triangle à deux côtés égaux. Le 45, je l'ai positionné ici. Si je le positionnais là, ben c'est la même chose. Si je mets 45 là ou 45 là, si je mets l'angle et du côté des deux côtés est adjacent aux côtés égaux, bon, ça ne changera rien. 45 ici ou 45 là-bas, c'est le même. Et maintenant, voyons voir si je mets 45 ici. Voilà. Là, la somme des angles dans un triangle fait combien? 180 moins 45. Le complémentaire ici fera, la somme des complémentaires ici fera 180 moins 45. Donc 180 moins 45, ce qui fait 180 moins 130. Je sais bien que c'est 135, mais je vais vérifier. 180 moins 40, 140, moins 5, 135. Donc c'est juste. 135, mais 135, c'est pour la somme des complémentaires ici. Ça veut dire que un des angles mesure 135 divisé par 2. Et 135 divisé par 2, c'est 62,5. Et là, vous voyez que je viens de trouver un triangle isocèle qui répond à la proposition 45 degrés. J'ai un triangle isocèle avec 45 degrés. Et là, vous voyez que c'est faux. J'ai trouvé un contre-exemple. Donc, comme j'ai un contre-exemple, je peux dire que cette proposition est fausse. Je rappelle qu'une proposition, par définition, c'est quelque chose c'est un énoncé qui est vrai dans certaines conditions et faux dans d'autres. Hein. Mais dont on peut décider que, dans toute situation donnée, s'il est vrai ou faux. Donc je répète, une proposition, c'est un énoncé qui est vrai dans certaines conditions, faux dans d'autres, mais dont on peut décider, dans toute situation donnée, s'il est vrai ou faux. Donc, ici, l'énoncé est peut-être vrai, l'énoncé peut être faux, mais s'il est vrai, il doit toujours être vrai. Quel que soit, voilà, et la définition reste vraie toujours. Mais si c'est pas vrai, parce que on a trouvé un contre-exemple, et en trouvant un contre-exemple, ça permet de dire que ceci n'est pas vrai. Si ceci n'est pas vrai, c'est que c'est faux. Donc un triangle isocèle possédant un angle de 45 est un triangle rectangle, c'est faux. Parce qu'il existe un contre-exemple que voici que j'ai donné ici. Hein, il y a bien 45 degrés, j'ai bien un triangle isocèle. Voilà. Donc tout dépend ce que vous allez mettre votre 45. Si vous mettez votre 45 du côté des côtés adjacents égaux à l'angle, si vous mettez les 45 degrés si les 45 degrés constituent l'angle ou les angles dont leurs côtés adjacents sont égaux, mais fatalement l'autre angle fera 90. Et là on a bien 90, 45, 45, ce qui fait bien un triangle rectangle. Mais ça c'est si on positionnait le 45 là-bas. Mais si vous positionnez le 45 ailleurs, on n'a plus, je veux dire, un angle triangle rectangle. Donc j'ai trouvé un contre-exemple où il y avait 45 degrés, le triangle est isocèle. Et donc la proposition là ne marche qu'en partie. Et si elle marche en partie, si elle est vraie qu'en partie, c'est qu'elle est fausse. Je vous l'ai dit, pour avoir quelque chose de vrai, il faut que ça soit vrai sur tout. Il ne faut pas de contre-exemple. Ramener un contre-exemple, c'est ramener quelque chose de faux, qui viendrait mettre à mal l'énoncé. Et c'est le cas. Et c'est la même chose pour les définitions. Une définition doit être toujours vraie, et vous ne pouvez pas trouver de contre-exemple à la définition. Ça voudrait dire que vous avez mis à mal la définition. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'avais déjà fait une vidéo précédemment là-dessus, sur la logique voilà, de véracité des définitions.
Alors maintenant, Q, un triangle isocèle possède un angle de 60. Est un triangle équilatéral. Est-ce vrai ou faux? Un triangle isocèle possédant un angle de 60 est un triangle équilatéral. Là, on va raisonner de la même manière. Ça, c'est la proposition Q. Bon, on va raisonner sur cette proposition Q. Donc, on va prendre un triangle isocèle et il possède un angle de 60. Voilà, je prends un triangle isocèle et je vais positionner mon 60 ici. Si je positionne mon 60 ici et 60 ici, là il est isocèle donc fatalement j'ai 60-60. Là j'aurai 120, 180 moins 120, le complémentaire fait 60. Là il est bien équilatéral si je choisis le 60 là-bas. Maintenant je vais choisir toujours un triangle isocèle. Et là je vais mettre non plus 60 au niveau des deux côtés égaux. Hein. J'ai mis le 60 ici au niveau des deux côtés égaux. En d'autres termes, si vous voulez, voilà, mettre les deux angles égaux du côté des côtés égaux. Enfin, mettre le 60 degrés au niveau des angles égaux qui sont adjacents aux côtés égaux. Voilà, c'est faire ça. Maintenant, je vais pas faire ça. Je vais pas mettre le 60 degrés du côté de... je vais pas mettre l'angle de 60 degrés qui sera adjacent aux côtés égaux, mais je vais mettre le 60 ailleurs. Voilà, je vais le mettre 60 ici, au sommet du triangle isocèle. Donc ce qui veut dire qu'ici j'ai deux angles, je vais faire 180 moins 60, ce qui fait 120, 120 divisé par 2 parce qu'il y a deux angles, ça fait 60. Donc en tout état de fait, vous aurez toujours 60. Que je prenne le 60 ici ou là, j'aurai toujours un triangle de 3 fois 60. Or, on sait bien que un triangle qui a 3 fois 60 degrés, c'est ce qu'on appelle un triangle équilatéral, et donc les trois côtés sont égaux d'office. Donc, la proposition qui est là, un triangle isocèle possédant un angle de 60 est un triangle équilatéral. C'est vrai. Donc cette proposition-là est vraie, celle-ci est fausse. Voilà. Je vous remercie.